C'est l'heure de retrouver Georges maintenant. Georges, aujourd'hui, on va commencer avec le conflit en Ukraine. Le président Zelensky, là, qui en entrevue a lancé un nouveau plaidoyer là, pour que les États-Unis, dans ce cas-ci, leur vendent 10 de leurs missiles Patriot. C'est assez intéressant, Elisabeth, parce que depuis le début du conflit, on dit toujours que le conflit en Iran est lié au conflit en Ukraine. Et là, on en a un exemple à peu près parfait. Pourquoi? Parce que les Américains, dans le cadre du conflit en Iran, ont beaucoup utilisé ces fameux missiles Patriot-là, qui parviennent à intercepter des missiles balistiques. C'est quoi le problème? Les Ukrainiens en ont cruellement besoin pour défendre leur propre ville, leurs propres installations énergétiques contre les frappes russes. Que se passe-t-il? Il n'en reste plus beaucoup. Donc, lorsque le président ukrainien demande aux Américains de les acheter, c'est significatif qu'ils disent acheter et pas donner, il comprend la logique de Donald Trump, eh bien, les Américains, eux, n'ont peut-être pas les stocks nécessaires pour leur vendre. Pourquoi c'est significatif pour les Ukrainiens? Parce que l'hiver approche et on sait que la Russie apprécie frapper des installations névralgiques importantes ukrainiennes lors de l'hiver. Si les Ukrainiens veulent résister à l'hiver, ils vont avoir besoin d'intercepteurs. La grande question, c'est est-ce que les Américains sont prêts à limiter les stocks dans d'autres régions de la planète pour aider les Ukrainiens à se défendre? Alors que déjà ont été soulevés justement les enjeux d'approvisionnement pour les États-Unis. Toujours sur l'Ukraine, c'est la bataille des mers qui, elle, semble prendre de l'ampleur. Les Ukrainiens qui ont attaqué hier donc un port russe considéré vraiment comme un lieu stratégique, là. Oui, parce qu'il y a deux fronts dans la guerre en Ukraine. Vous avez un front terrestre traditionnel dans l'est de l'Ukraine où les choses ne bougent pas vraiment. Les Ukrainiens font des gains, les Russes font des gains, on se reprend des territoires. Puis il y a un second front. C'est des deux côtés du conflit, aussi bien Russes qu'Ukrainiens, on tente de frapper ailleurs de manière asymétrique pour faire monter la pression, aussi bien en Ukraine qu'en Russie. Les Ukrainiens ont été très bons cet été pour frapper des raffineries en Russie pour vraiment amener la guerre chez le Russe moyen. Là, ce qu'ils ont fait hier, c'est frapper un port important sur la mer Noire. Ils se sont attaqués à des installations militaires, c'est vrai, mais aussi à des entreposages de grains et de céréales. Et on sait que la Russie est un des principaux pays qui exportent du grain et des céréales. C'est quoi le but ici? C'est de faire mal économiquement à la Russie. Quel est le problème? Les Russes se sont aussi attaqués à un port ukrainien de l'autre côté de la mer Noire qui lui aussi sert aux exportations de grains et de céréales. Et là, ça pose des questions non pas seulement pour le conflit ukrainien, mais aussi pour l'approvisionnement alimentaire à l'échelle globale. Parce que si vraiment on devait sévèrement limiter les chaînes d'approvisionnement en la matière, ça pourrait entraîner de graves problèmes sur l'approvisionnement, aussi bien en Afrique qu'en Asie. Bon, et justement, au même moment, le président russe, lui, qui menace de saisir des navires européens en représailles à la saisie là, des navires russes de la flotte Fantôme. Ouais, pour l'instant, on se situe au niveau des discours, mais ce qui est intéressant, depuis le début du conflit en Ukraine, les puissances occidentales ont tenté de sanctionner l'économie russe. Qu'est-ce que ça veut dire? De l'empêcher de faire certaines exportations et si elle les fait, de les faire à des prix plafonds. Comment est-ce qu'on enforce ça? Eh bien, c'est en s'attaquant à tous les navires qui n'ont pas un pavillon russe, mais des pavillons alternatifs qui permettent aux Russes de vendre leurs marchandises, de faire leurs exportations. Là, ce que la Russie vient de dire, c'est, écoutez, si vous attaquez à notre flotte Fantôme, ces fameux navires-là, bien, nous aussi, nous nous réservons le droit de nous attaquer à vos navires, de les saisir. Et là, les Russes disent, même dans des zones qui sont éloignées du conflit. Est-ce que ça va se faire? Probablement pas. Mais ce que ça nous indique, c'est que les Russes sont prêts à une forme d'escalade ici pour résister aux sanctions, aux pressions que leur font peser les puissances européennes. Parlons de l'Allemagne, Georges, qui est en voie d'approuver donc une refonte majeure de ses services d'espionnage. Et ça survient quand même peu de temps là, après cette attaque à la voiture bélier, on se souvient, lors de la Fierté de Berlin. Ouais, puis à mon sens, ça, c'est la nouvelle géopolitique, une des plus importantes qu'on n'a pas suffisamment rapportée. Bon, ce qu'on a appris hier, c'est que le gouvernement allemand voulait essentiellement se doter d'un véritable service d'espionnage. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en raison de l'histoire de l'Allemagne, les services d'espionnage allemands n'étaient pas aussi compétents, n'avaient pas autant de marge de manœuvre que ceux des États-Unis, de la France ou de la Grande-Bretagne, par exemple. Et là, en Allemagne, ce dont on se rend compte, c'est que dans un contexte où les Américains sont de moins en moins fiables quand même, on doit être plus autonome. On doit avoir une capacité autonome de collecter des renseignements, mais aussi d'agir sur nos renseignements. Et donc là, ce qu'on vise à faire, c'est donner plus de pouvoir aux renseignements allemands, notamment en limitant les restrictions sur la protection de la vie privée qu'il y avait en Allemagne. Les Allemands sont assez fiers de leur protection de la vie privée. Ce que ça nous indique, c'est qu'on a une Allemagne qui ne se contente pas de financer à nouveau son armée. Il y a un important mouvement en Allemagne pour refinancer l'armée, mais qui veut aussi se donner de nouvelles capacités de renseignement pour être plus autonome et être moins dépendante des autres pays. Et là, la question que ça pose, c'est que si on a une Allemagne moins dépendante, c'est aussi une Allemagne qui écoute moins ce que ses alliés veulent qu'elle fasse. On verra qu'est-ce que ça augure pour les relations en Europe plus généralement.
Et on termine avec le service d'accès rapide aux messages du président là, vendu par Trump Media qui sont contestés donc en justice. C'est une histoire ahurissante depuis le départ. On sait que les messages que Trump publie sur Truth Social peuvent avoir un effet sur les marchés. Par exemple, s'il mentionne une compagnie, bien l'action peut monter ou baisser. Et là, ce que Trump Media voulait faire, c'était vendre un service d'abonnement payant ou pour 100 000 par mois, modique somme de 100 000 par mois, vous aviez accès un peu plus rapidement à ces messages-là, évidemment dans le but de faire des profits sur les marchés. Ça s'apparente à un délit d'initié et là, on attendait qu'il y ait une plainte ou une poursuite judiciaire pour s'opposer à ça. Ça vient d'être mis en place. Ce qui est intéressant ici, Elisabeth, c'est la justification de la plainte. On ne s'attaque pas directement à la tentative de corruption ou d'utiliser la Maison-Blanche pour faire de l'argent de Donald Trump. On dit le premier amendement de la Constitution américaine prévoit que tous les citoyens américains ont accès aux messages du gouvernement. Si on a un système comme ça, bien forcément, on crée deux classes de citoyens. Ça ne passe pas. On verra ce que les tribunaux vont faire. Mais encore une fois, on a un autre exemple d'une constante de l'administration Trump. L'administration agit, le temps des tribunaux est plus long. Et donc, éventuellement, on a une décision. Mais entre ces deux moments-là, le président, lui, peut faire une somme d'argent considérable. À suivre donc. Merci, Georges. Bonne journée, Elisabeth. À demain.